Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier temps fort des AgroLive de l'expérience client, temps fort de clôture avec une table d'influenceurs. J'ai l'immense plaisir d'accueillir donc 4 invités. À ma droite d'abord Thierry Chamouton, directeur général de l'Institut national de la relation client. Bonjour Thierry. Bonjour Geoffroy, bonjour mes amis. Bonjour. À vos côtés, Ludovic Naudier, directeur général d'Élu Service Client de l'année. Bonjour Ludovic. Bonjour Geoffroy, bonjour à tous. En face de vous, Thierry Spencer, conférence et blogueur de Sens du client. C'est ça, bonjour, je suis heureux de vous voir. On se disait, ça fait plaisir de se voir en vrai, en live. Alors évidemment avec les distances, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour un certain. Donc ravi de vous voir Thierry. Et à vos côtés, enfin pour clôturer cette table ronde, Marie-Louise Julien, déléguée générale de la marque, l'association du management de la réclamation client. Bonjour Marie-Louise. Bonjour Geoffroy. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur un sujet bien spécifique et surtout à propos sur la gestion des moments difficiles et comment on manage ça avec ses équipes. Je vais d'abord commencer par une question un peu générale, un peu personnelle sur ce qu'a été le moment difficile pour chacun de nos hôtes aujourd'hui et justement comment ils l'ont surmonté. Donc Marie-Louise, feu à volonté, je m'adresse à vous d'abord. Est-ce qu'il y a eu un moment difficile que vous avez envie de partager aujourd'hui? Si je suis venu, c'est peut-être pour effectivement partager la difficulté peut-être personnelle. C'était une bonne question et il me semble que c'était finalement d'essayer d'éprouver la réelle utilité qu'on pouvait avoir au cours de la dernière année auprès de nos membres. C'est-à-dire qu'on savait qu'ils étaient dans des situations délicates en interne par rapport à leurs collaborateurs, par rapport à leurs clients. Et c'était de se dire finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? C'est peut-être le côté un peu chien Saint-Bernard, mais c'était vraiment d'essayer d'être utile dans un moment où on savait qu'on serait attendu. Très bien. Ludovic, je sais qu'Élu Service Client de l'année, le process a été légèrement décalé. Effectivement, ça fait 2 années maintenant, 2 éditions qu'on est obligé d'aménager Élu Service Client de l'année, mais la vraie chose, nous qu'on s'est posé lors du premier confinement, c'est est-ce qu'on continue cette année ou pas, ou est-ce qu'on fait une année blanche? Ah oui, tout à fait. C'était une éventualité, et en fait, on a décidé de continuer, et quand on a vu l'accueil, quand on a annoncé ça, les gens nous dire on a besoin d'avoir du sens, même à distance, d'avoir des projets qui créent du lien, finalement on s'est dit qu'on avait pris la bonne décision. Mais quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous organisez un prix comme ça, vous vous posez forcément la question, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Parce que l'idée, encore une fois, c'est que ce soit bienveillant, que ça aide les entreprises et les collaborateurs. Donc on ressent un peu un thème commun sur justement comment aider et accompagner les entreprises clientes ou membres. Vous Thierry, justement, cette année? Moi je pense que c'était presque tout le temps difficile. D'abord parce qu'on n'est pas fait pour vivre avec un masque. Et ensuite on n'est pas fait pour travailler par écran interposé. Donc c'est vraiment super sympa de nous réunir et de nous voir sans masque, même si je sais on l'a tous dans la poche. Oui, nous on a réfléchi à l'INRC à se dire de toute façon la situation elle est là, comment on la contourne, comment on s'adapte. Alors, on a réfléchi à comment on peut faire évoluer le concept du manager. Et on a défini, en fait, un nouveau concept, qui est le concept du management, d'essayer de ménager ses collaborateurs. Alors, le manager, c'est quoi? C'est un manager qui fait attention à ses collaborateurs, qui leur fait confiance, qui fait des réunions asynchrones, de façon à respecter l'intimité de chacun, parce que bosser chez soi, c'est quand même une intrusion dans la vie des gens. Et puis, aussi, d'essayer de les rendre plus autonomes, etc. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que d'abord, le conseiller client traite ses clients comme il est traité par son manager. Si le manager l'emmerde et le fait chier, vous voyez ce que ça donne sur le client. Et puis la deuxième chose qui est importante et dont on s'est aperçu, c'est qu'en fait, un salarié sur 2 quitte pas son emploi, quitte pas son entreprise, il quitte son manager. Donc si vous avez des managers qui sont odieux, vous aurez au final plus de salariés. Donc nous, la crise de la Covid pour l'INRC, ça a été de se dire le manager doit devenir un manager, c'est-à-dire un absorbeur d'inquiétude et un diffuseur de confiance. Voilà. Ouais, le message est assez clair finalement. J'espère que... On va essayer. Je me tourne maintenant vers Thierry Spencer. Vous avez justement construit des insights sur ce sujet de la gestion des moments difficiles avec l'Académie du service. Quelle conclusion on peut tirer justement sur ce sujet de la gestion des moments difficiles? C'est un sujet clé qu'on explore depuis maintenant 7 ans dans un baromètre qui est le baromètre de la symétrie des attentions. Thierry vient d'en parler, le principe de la symétrie des attentions, prendre soin de ses équipes en faisant le pari qu'elles prendront soin des clients évidemment.
Donc dans ce baromètre de la symétrie des attentions depuis maintenant 7 ans, il y a évidemment une grande partie qui est consacrée à la gestion des situations difficiles et à la place du manager dans la relation client. Et donc je vous ai sélectionné un certain nombre de chiffres parmi les plus récents dans la dernière édition. Donc dans 46% des entreprises, on connaît le phénomène des incivilités, mais on n'agit pas. Ça, c'est ce que disent les collaborateurs. C'est une étude en miroir. On interroge les clients et les collaborateurs. Donc, déjà, dans une entreprise sur deux, on sait que la situation est difficile entre le collaborateur au contact du client et le client, mais on ne fait rien. C'est ce que disent les collaborateurs. Deuxième chiffre, dans 6 entreprises sur 10, 58% pour être exact, on ne traite pas les irritants clients au même niveau que les irritants collaborateurs. Une dissymétrie. Il y a une dissymétrie, une asymétrie, c'est ce que j'appelle d'ailleurs sur mon blog l'oreille cassée. C'est les collaborateurs se font une réflexion de bon sens, c'est-à-dire on n'arrête pas d'écouter les clients, on lit les réclamations des clients, on prend en compte les verbatims, on fait des plans d'action, et nous, on a des choses à dire, on a aussi des irritants dans notre vie quotidienne, dans notre parcours, donc les collaborateurs sont très critiques vis-à-vis de leur manager et vis-à-vis de leur entreprise sur cet équilibre entre la prise en compte des irritants clients et des irritants collaborateurs. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Autre chiffre, 60% des clients estiment que les collaborateurs de l'entreprise ne sont pas bien traités, vu de l'extérieur, c'est-à-dire un peu le point de vue sur la symétrie des attentions. C'est un taux qui monte à 70% pour les clients du secteur des télécoms et des fournisseurs d'accès à Internet. Vu de l'extérieur, les clients se disent les collaborateurs semblent pas bien traités. Et par des signes, des signes finalement d'une mauvaise relation, d'une mauvaise expérience, se disent en fait ça doit bien être, cette mauvaise expérience client, cette mauvaise relation doit bien être la conséquence de quelque chose, d'un mauvais management ou d'une relation interne. Et enfin, dernier point, un collaborateur sur 2 pense que les managers savent prendre en compte les émotions et les accompagner dans les moments importants. On a parlé, ça va être un des sujets, et je vais m'arrêter là. De quoi on parle quand on parle de gérer des moments difficiles, c'est finalement prendre en compte les émotions aussi en symétrie, client comme collaborateur. On sait aujourd'hui pourquoi il y a une certaine inaction, ou du moins une inertie, par rapport à la gestion, on va dire, des irritants collaborateurs. Mais c'est souvent, on est focalisé sur la mesure, de client et pas toujours sur la mesure collaborateur. Il faut voir, par exemple, si on compare le rythme de façon simple. Généralement, on sollicite les clients après chaque interaction ou régulièrement avec des baromètres clients, de mesures de satisfaction, de NPS, d'efforts. Les collaborateurs, au pire, ils n'ont pas du tout de baromètre, on ne les interroge pas. Ou alors au mieux, on a le bon vieux baromètre social annuel, dont on a les résultats 6 mois plus tard. Ouais. Et aujourd'hui, il y a quand même cette tendance, et on va en parler, je pense, au fait que les rythmes deviennent les mêmes. C'est-à-dire on accorde le rythme de sollicitation des collaborateurs au rythme de sollicitation des clients. D'accord, de les mettre en musique au même tempo. C'est ça, c'est vraiment la symétrie aussi dans l'écoute et dans la prise en compte des émotions. Sur la question des irritants, maintenant, je me tourne vers Ludovic Naudier. Vous établissez des standards, vous, avec l'illustration de l'année. Est-ce qu'il y a aussi des choses nouvelles ou une façon de traiter les irritants collaborateurs que vous avez pu observer en fait par rapport aux entreprises qui concourent ? Alors, pour rebondir sur ce que disait Thierry sur le fait qu'on ne traite pas forcément les irritants collaborateurs de la même manière que les irritants clients, souvent, en fait, on s'est quand même reposé sur les managers de proximité pour ça. On considère que c'est souvent le manager de proximité qui fait en fait cette espèce d'éponge et qui va les traiter. Alors que les managers de proximité, ils sont quand même au feu et au moulin. Ils ont pas forcément aussi, parce que vous avez souvent une partie RH, une partie politique d'entreprise qui nécessite de prendre des décisions qui sont un peu plus larges et un peu plus stratégiques. Donc, nous, on a la croyance, en fait, qu'il faut mettre en place des outils. Tout ça, c'est pas juste... on s'est outillé dans la relation client pendant très longtemps, on n'en avait pas beaucoup. Et au fur et à mesure, on s'est équipé. Dans la relation collaborateur, c'est la même chose. Quand on prend des outils do it yourself, par exemple, pour interroger en temps réel ses clients à chaque événement et même éventuellement quand il se passe certaines choses, finalement, on le fait peu sur un collaborateur parce qu'on peut considérer encore, comme on le disait à une époque, que c'est un centre de coût.
Alors que sur un client, on se dit finalement, on va transformer le pépin en pépite s'il me remonte quelque chose. Sur le collaborateur, on l'oublie un petit peu. Mais recruter un collaborateur et le former, c'est un coût qui n'est pas neutre. Et en coût, ce n'est pas que de l'argent, c'est du temps, c'est même de l'image aussi. La marque employeur, beaucoup d'entreprises y travaillent. Mais on oublie un peu ça, on le fait plutôt en facing, en RSE, etc. Et un peu moins sur comment au quotidien je vis avec mes collaborateurs. Donc ce qu'on constate sur LU Service qui en est, mais on le voit, on a quelques lauréats qui sont communs. Oui. On le voit aussi sur des prix comme Great Place to Work, qu'on gagné aussi en visibilité ces derniers temps, c'est que souvent on les retrouve aussi dans des prix de relations clients. Ça montre bien que quand vous agissez, et quand vous prenez l'engagement aussi face à vos collaborateurs d'agir, c'est pas juste un truc dans mon coin, c'est je dis à mes collaborateurs que mon engagement, moi en tant qu'employeur, c'est de faire en sorte de les accompagner à un certain niveau de bien-être. Derrière, ça se passe aussi mieux. Merci Ludovic. Vous parliez de transformer le pépin en pépite. Ça me donne envie de poser une question à Marie-Louise, justement. C'est un peu votre principale lunette pour traiter l'irritant collaborateur. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus justement sur le sujet ? Là-dessus, j'abonderai sur ce que vient juste de dire Ludovic et ce qu'avait dit précédemment Thierry, c'est-à-dire que au-delà de la notion de symétrie des attentions, je pense que d'une manière très concrète, et j'aime à reprendre cette phrase de Chirac qui est finalement sur l'expérience client, on peut difficilement en toucher une sans faire bouger l'autre en termes d'expérience client. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment bouger l'expérience client, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur l'expérience collaborateur. Et ce qui est assez intéressant et qui va vraiment dans le sens de ce que dit Ludovic, ça fait maintenant 2-3 ans où on est même sollicité au niveau de la marque par des RH qui nous sollicitent pour qu'on puisse partager ce qu'on a pu élaborer dans le cadre de la marque avec des acteurs de la relation client pour qu'ils puissent en inspirer ou même utiliser des pratiques au service de la relation avec les collaborateurs. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un écho, c'est ce qu'on évoquait, il y a les questions de marque, la notion de marque employeur qu'on va retrouver quelque part avec les clients. On va avoir ces notions d'engagement, l'engagement du collaborateur, l'engagement du client qui va passer, elle, par la recommandation. On a la question de la fidélisation. Ouais, c'est ce que dit Ludovic. Un recrutement, pour reprendre l'expression d'un autre président, ça coûte un pognon de dingue. Et la notion de fidélisation, c'est la capacité d'avoir un historique, d'être garant d'une culture d'entreprise, qui est aussi un des sujets qui nous réunit. Et je pense que tout là, il y a un filon énorme. Et nous, au niveau de la marque, pour aller rapidement, et pour ceux qui souhaiteraient développer, vous pouvez aller sur notre site, ou du moins sur la vidéo que vous trouverez accessible sur YouTube, sur le fameux transformer le pépin en pépite. Il me semble que ça commence par une chose, qui est effectivement de définir finalement ce qu'est la réclamation client, et c'est un moyen, quelque part, de s'approprier un projet, de fixer un cap. Après, il y a clairement les notions d'outils, mais c'est pourquoi on doit se soucier du sujet de la réclamation des collaborateurs, qu'on peut appeler irritant, comme vous l'avez fait, pour derrière se dire oui, un irritant collaborateur, ça peut être une opportunité, et je suis sûr que c'est ce qu'on a dans la réclamation client, une opportunité d'innovation, une opportunité également de performance financière, c'est ce qui a été dit, et une opportunité de transformation. Donc c'est, me semble-t-il, vraiment un clone, et on est dans cette notion de symétrie des attentions qui, je pense, va vraiment de bout en bout. Alors dans une keynote précédente, on évoquait le chiffre de 18% dans le monde où les entreprises n'étaient qu'à cette proportion-là pour engager des plans d'action une fois avoir collecté l'avis collaborateur. Concrètement, il faut une culture, il faut mettre en place, raccrocher les wagons entre les RH, expérience client, etc. Comment met en place ce cadre, ce climat propice à traiter les irritants collaborateurs ? Alors ça, moi, j'ai pas une expérience dessus, donc je vais y aller à tâtons, et je vais pas esquiver. Et je pense que justement, le fait de définir peut-être ce qu'est une réclamation ou un irritant, je pense que c'est justement l'occasion de mettre autour de la table toutes les parties prenantes de l'expérience collaborateur. Et l'expérience collaborateur, il y a effectivement les RH qui sont concernés, il y a, je pense aussi les personnes qui s'occupent de l'ergonomie, des espaces de travail. Et là, je pense que Thierry, notamment via l'INRC, à mon avis, je pense d'avoir des mines à partager sur le sujet. Mais je pense que rien que le fait de se parler du sujet de la réclamation et de l'irritant du collaborateur me semble être un moyen de réunir tous ceux qui sont concernés et de travailler sur cette base. Pour vous, Thierry, les clés justement pour mettre en place un climat propice ? En fait, comme Marie-Louise faisait des références à des présidents, je vais faire une référence à un ministre. Ça te va ? Un peu plus ancien, André Malraux, qui parlait de courage et de culture. J'ai envie de reprendre aussi ça. Il faut cette culture, mais la culture client, cette sensibilité, cette véritable orientation, cette volonté sincère de rendre service et de traiter tout simplement les problèmes. Et puis le courage de faire face aux bonnes comme aux mauvaises nouvelles, et donc et d'appliquer en symétrie
le feedback du client et le feedback du collaborateur. On ne peut pas dire on va prendre en compte ce que dit le client et on va mettre en place des actions. Par contre, toi, tu me dis quelque chose à moi, manager, et puis bon, on verra plus tard, on verra l'année prochaine, quoi. Donc, concrètement, c'est ce qui se passe dans les entreprises. C'est que les collaborateurs s'attendent à ce que, quand on leur demande d'écouter davantage le client, de prendre en compte les réclamations, de les traiter, et donc de prendre en compte des feedbacks, eux s'attendent à ce que lorsqu'ils en font un à leur manager, eh bien, leur manager prenne en compte ce feedback. Donc, de la culture et du courage. Ça te va comme référence? Ouais. Ludovic, pour rebondir. Non, mais pour rebondir, on a une obligation de restituer. C'est la même chose quand on nous dit, par exemple, les clients ne répondent plus aux enquêtes de satisfaction, etc. En fait, les clients répondent aux enquêtes de satisfaction si on leur fait un retour et qu'ils voient que ce qu'ils ont dit, en fait, c'est pris en compte et que l'entreprise évolue grâce à ça. Pour les collaborateurs, c'est exactement la même chose. Et c'est aussi pour ça qu'il faut mettre en place des outils. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils nous ont informés de certaines choses, en positif ou en négatif, il faut débriefer avec eux. Il faut le partager au plus grand nombre. Il faut se dire, voilà, nos plans d'action dans les mois, les années qui viennent sur le sujet, c'est ça, et notre objectif, c'est d'arriver là. On a le droit de ne pas atteindre l'objectif, mais on n'a pas le droit, en fait, de ne pas se dire, on communique sur ce qu'on va faire, et on y va tous ensemble. Et on le voit dans les entreprises où, finalement, on ne partage pas ou on partage 6 mois après. Le taux de réponse à ce genre d'enquête, il est relativement faible. Alors que dans les entreprises où, derrière, dans les 2-3 mois, vous prenez des engagements, vous partagez, etc., vous avez tous les ans, même si on voudrait que ce soit peut-être plus souvent, des taux de réponse qui sont plutôt autour de 80%. Oui, tout à fait. C'est excellent, 80%. Thierry, vous voulez rebondir sur... Oui, moi je suis d'accord avec tous mes amis. Je crois, et j'ai toujours eu la conviction, que je l'ai expérimenté chez Canal, à la Poste, c'est que des collaborateurs heureux font des clients heureux. C'est pas la peine de sortir de ça. Donc, si vous voulez que vous ayez des clients heureux, commencez déjà par prendre au sein de vos collaborateurs. C'est-à-dire la qualité du travail, c'est-à-dire la promotion, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir se tromper, la possibilité de pouvoir faire des propositions. Tant que vous ne sortirez pas de ça, on ne sortira pas de l'évolution des clients. Donc, l'expérience client, elle est déjà à la base une bonne expérience collaborateur. Alors, vous parliez de management juste avant de continuer cette table ronde. Comment on favorise la parole en interne si on a cette notion de management? Avec un peu de recul, avec distance, je fais un lien aujourd'hui entre la culture qu'on trouve dans les entreprises et la gouvernance. Schématiquement, il y a 3 types de gouvernance. Je les ai expérimentés toutes les 3. Il y a la gouvernance verticale. Je suis le chef, je décide, je commande, vous fermez vos gueules, c'est moi qui ai raison. Résultat, aujourd'hui, 0, on en est tous persuadés. Vous avez la gouvernance horizontale. J'étais 5 ans directeur général d'une ONG internationale. Tout le monde est chef, une personne, une voix, et donc tout le monde décide. Le problème, c'est que l'entreprise n'est pas le lieu de la démocratie, et qu'il faut qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui décide. Donc c'est bien d'écouter tous les avis. Et puis je suis arrivé sur le tard à la gouvernance positive. La gouvernance positive, c'est quoi? La meilleure façon de la définir, c'est Saint-Exupéry qui la donne dans Citadelle. Il dit la chose suivante: si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas les hommes et les femmes, commence pas par leur donner des ordres, leur expliquer chaque consigne, leur dire retrouver chaque truc. Non, non, si tu veux construire un bateau, mets dans le cœur des hommes et des femmes l'amour et le désir de la mer. Si on prend cette phrase et qu'on l'applique à notre métier de la relation client, si tu veux diriger un centre de relations clients, ne commence pas par réunir tes conseillers clientèle, leur expliquer où se trouve chaque consigne, leur expliquer dans le détail chaque procédure, leur dire combien de temps ils ont à prendre au téléphone avec leurs clients. Non, non. Si tu veux diriger un centre de relations clients, mets simplement dans le cœur des conseillers clientèle l'amour et le désir du client. Et ça veut dire quoi? Ça repose sur quoi? Ça repose sur 2 concepts importants. Le premier concept, c'est la confiance, et le deuxième concept, c'est le droit à l'erreur. La confiance, pourquoi? La confiance, c'est l'émotion de la collaboration. Ça veut dire, je suis là pour toi, tu es là pour moi. Ça marche avec le manager et ça marche avec le client. Et le droit à l'erreur, je dis toujours, c'est le droit à l'erreur, c'est pas le devoir à l'erreur. Le droit à l'erreur, ça veut dire qu'on a tous le droit de faire des erreurs. Moi-même, j'en ai fait beaucoup et je continue à en faire. Mais par contre, on n'a jamais le droit de faire 2 fois la même erreur. Et ce, pour 2 raisons. La première raison, c'est si on fait 2 fois la même erreur, c'est qu'on n'a rien appris de la première, et ça, c'est ennuyeux, parce que tu ne sais pas te remettre en cause. Et la deuxième raison, elle est pour le fun, mais elle est tout aussi sympa, c'est si tu fais 2 fois la même erreur, c'est que tu manques singulièrement d'imagination, parce qu'il y a tellement d'erreurs à faire que tu n'es vraiment pas très doué. Donc, l'organisation de la parole, c'est la confiance dans l'entreprise, et c'est le droit à l'erreur.
Donc là, on est sur le côté culture. Maintenant, je vais vous dire Gouvernance. Management. Parce que si les boss sont pas persuadés que ça marchera pas. Maintenant, je vais aller sur le côté un peu plus terre à terre, un peu plus outil. Parce que finalement, on voit que Illustration de l'année, comme d'autres entreprises, développent des outils d'écoute client, ou du moins vont sonder, voir comment ça fonctionne. Si je peux me permettre, allez-y. Outils, avant que Ludovic donne les siens, il y a 2 outils qui restent quand même les majors de notre métier. Le premier métier, c'est le turnover, et le deuxième métier, c'est l'absentéisme. On mesure que les gens qui font de la gouvernance positive ont comme par hasard un taux de turnover inférieur et un taux d'absentéisme inférieur. Donc cherche la preuve, camarade. Vas-y. Non, mais si on parle des outils, c'est vrai qu'on s'est extrêmement outillé en termes de clients et d'écoute client, c'est ce qu'on disait à une époque, enfin tout à l'heure, alors que sur l'écoute collaborateur, on est quand même moins outillé. Et même sur l'échange collaborateur, et dans l'absolu, on a besoin de mettre en place des outils qui sont finalement assez proches de ceux qu'on met à disposition de nos clients. On a besoin d'avoir des outils de flux pour permettre à nos collaborateurs d'échanger entre eux, de manière formelle comme de manière informelle, des intranets d'entreprise, avec des bases de connaissances, mais pas forcément liées à un process client, mais aussi comment je peux prendre mon congé, à quoi j'ai le droit, enfin plein d'autres choses sur lesquelles aussi peuvent partager des photos, des images, des actus, etc. On a besoin d'avoir des outils d'écoute de ces collaborateurs. On en parlait tout à l'heure, mais pour pouvoir lancer un baromètre plus souvent que tous les ans, ça veut dire qu'aussi, il faut qu'on ait des outils en interne, facilement paramétrables, etc., qui nous permettent de lancer ces questionnaires à des moments de vie, à la prise de congé, par exemple. Est-ce que ça a été compliqué ou pas? À l'entretien annuel, parce que on ne fait pas toujours des entretiens annuels recto verso, et voilà, et il faut aussi, dans les outils, c'est la formation. Parce qu'on a besoin de former. Tout à l'heure, Thierry, vous parliez de confiance. Mais pour qu'un collaborateur, finalement, il s'exprime, il faut qu'il ait confiance dans son management. C'est pas que l'entreprise, c'est aussi à tous les échelons, et de se dire, je peux exprimer une difficulté, je ne vais pas être jugé, je vais être accompagné. Et c'est le rôle du manager que d'accompagner ses collaborateurs et de les faire grandir. Et donc, il y a une espèce de climat positif, pas bisounours, mais vraiment positif pour permettre aux collaborateurs de grandir. Et effectivement, ça vient du haut. Si on a déjà des patrons qui ne sont pas forcément bienveillants sur ces sujets et qui font un peu ce que vous avez expliqué en vertical, c'est plus compliqué. Et nous, on a plein d'exemples comme ça. Marie-Louis, il disait, lui, ça fait 15 ans qu'il est dans la même finalement entreprise ou structure. Ça prouve bien qu'à un moment, il a été écouté. Quand il a peut-être traversé des difficultés, son entreprise l'a accompagné. Mais c'est pareil pour nous, nos collaborateurs. Si on veut de la fidélité, il faut qu'on soit capable, à des moments clés, où ils rencontrent des difficultés, de les partager avec eux et de les accompagner, mais aussi sur un moment fort, parce qu'il y a aussi des moments de joie où l'entreprise peut accompagner son collaborateur, et ce n'est pas toujours que des choses négatives. Donc des outils, un état d'esprit, et la confiance, cet état d'esprit, c'est vraiment la confiance et une espèce de transparence. Merci Ludovic. J'en profite pour faire une petite modération, parce qu'il y a un petit partage d'expérience où Thomas Cordier nous met en évidence que Cofidis France a été lauréat de CaliWeb et d'Illustration de l'année, mais également de Great Place to Work. Donc effectivement, on voit cet alignement. Équipe heureuse, client heureux. Voilà. Il les a tous eus en fait. Cofidis a tout aligné et vraiment incarne vraiment la symétrie des attentions. Et donc on le voit effectivement dans tous les podiums, et il a raison de le dire. Alors, on a parlé de culture managériale, on a parlé un peu d'outils. J'ai envie de parler aussi de sentiments, d'émotions, parce que finalement, on a tellement peu donné l'occasion aux collaborateurs de s'exprimer, et parce que finalement, on va peut-être aller dans la critique aussi du manager. Comment on prépare justement cette communication, ce feedback collaborateur? Thierry, si vous voulez... La prise en compte des émotions, on en a parlé tout à l'heure, c'est le prendre en compte l'autre. Donc avec ses difficultés, avec son état d'esprit. Et aujourd'hui, le monde de la relation client, les indicateurs de gestion de la relation client sont plutôt orientés, font plutôt penser à des indicateurs de gestion de poulet en batterie, en fait. Quand on parle de DMT, alors je nie pas qu'il faut des outils de gestion. De performance, oui. Soit. Quand on parle de DMT, vous rentrez chez vous le soir, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai fait du traitement, en fait. Tu as fait du traitement de quoi? Je traite des dossiers, je traite des numéros. Et donc tu traites des humains, tu traites des...
tu fais des conversations. Non, donc rien que dans les mots, dans les acronymes, dans les sigles, on ne reconnaît pas, on étouffe presque les émotions et on considère que, en fait, on doit répondre à la chaîne, traiter le plus vite possible, etc. Et donc les entreprises qui sont lauréates, on a parlé de Cofidis, et les entreprises qui sont élues service client de l'année ou qui sont distinguées dans la bonne gestion des réclamations, sont aussi celles où on prend véritablement en compte l'être humain, client, collaborateur. Et on reconnaît qu'effectivement qu'on peut avoir des jours moins bons, des jours meilleurs. Et donc on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être récompensé, on a besoin d'être ménagé par son manager. J'adore cette formule. On a besoin d'être ménagé, d'être encouragé aussi. Et ce fameux droit à l'erreur et cette autonomie qu'on doit laisser, les collaborateurs, et notamment dans les réclamations, lorsqu'on laisse de l'autonomie aux collaborateurs pour gérer une situation difficile, une vraie autonomie, ou alors la possibilité d'émettre une compensation, de gérer par lui-même le problème, il a des ailes qui lui poussent dans le dos, il est beaucoup plus engagé. Et le client, en plus, il est beaucoup plus satisfait parce qu'il aura une réponse à son problème immédiate. Si le collaborateur dit « écoutez, non, je ne peux pas », ou s'il se met en retrait, s'il se dit « je ne serai jamais soutenu par mon manager quand je vais lui annoncer que j'ai fait cet effort commercial », ou alors j'ai passé un petit peu plus de temps pour résoudre le problème. Donc c'est un véritable climat, et là on est vraiment dans des relations interpersonnelles, dans la prise en compte des émotions, et donc dans cette asymétrie dans l'écoute aussi, le fait de prendre en compte les émotions des clients et les émotions des collaborateurs. Donc on parle de ça, et quand Ludovic me disait qu'effectivement les outils de mesure de l'engagement des collaborateurs ne sont pas encore tout à fait au niveau, mais je pense qu'il y a un grand phénomène d'accélération dans ce domaine. Il y a de plus en plus d'outils de mesure de la performance collaborateur, de l'engagement des collaborateurs, de la recommandation des collaborateurs, du bien-être, en plus de tout ce dont parle Thierry tout à l'heure sur le turnover et l'absentisme, qui sont le b.a.-ba finalement de la mesure de la symétrie des attentions. En tout cas, la mesure du ressenti des collaborateurs aujourd'hui s'inspire de la mesure du ressenti des clients en symétrie. On est déjà dans ce monde. D'accord. Thierry, je sais que chez vous, les compétences socio-émotionnelles, Thierry Chamouton, on passe de Thierry à Thierry, la montée en compétences sur le sujet des compétences socio-émotionnelles a vraiment de l'importance à l'INRC, notamment avec votre collaboration avec le docteur Nadia Medjad. Quel est votre sujet? D'abord, merci à Thierry, parce qu'on est vraiment sur un terrain qui est complètement identique et similaire, mais ça me paraît normal que les influenceurs du marché se retrouvent sur des sujets qui feront la relation client de demain. Nous, on travaille aujourd'hui sur les compétences socio-émotionnelles. On a monté une offre qui permet de former les collaborateurs à ça. Alors, c'est quoi notre constat? Aujourd'hui, on voit que les travaux en neurosciences et en sciences cognitives démontrent que l'individu adapte son comportement face à des situations nouvelles en fonction d'une sélection de ses expériences passées. Ça veut dire en fait que l'émotion qu'il a vécue et son intensité vont être un facteur d'accélérateur ou de rejet du changement, de la transformation et de la situation difficile. Donc, on a travaillé sur des formations pour des compétences socio-émotionnelles, partant du principe qu'aujourd'hui, le savoir-être, c'est bien, le savoir-faire, c'est très bien, le savoir sentir, le savoir ressentir, le savoir se connaître, le savoir s'émouvoir et le savoir percevoir, c'est encore mieux. Donc, on a monté avec un médecin qui s'appelle le docteur Nadia Medjad, qui est un docteur en sciences cognitives, une formation sur les compétences socio-émotionnelles, qu'on a testé aujourd'hui dans une très grande banque, qui marche très très bien, donc qui va le développer de façon relativement massive auprès de ses conseillers bancaires, et puis auprès d'une grande entreprise de services qui a quelques difficultés avec ses clients, de façon à ce que le conseiller clientèle, avant de répondre, soit dans un système émotionnel suffisamment maîtrisé pour faire passer une émotion positive, une émotion de confiance, et comme je le disais tout à l'heure, et comme l'a repris Thierry, la confiance, c'est l'émotion de la collaboration. Je suis là pour toi et tu es là pour moi. Donc pour nous, les compétences socio-émotionnelles, c'est en fait la façon de concilier, voire même de réconcilier dans l'entreprise, la performance qui est indispensable. J'ai été un chef d'entreprise, j'ai été un patron de relations clients, je devais rendre des comptes sur l'indicateur gestion des abonnés, sur mes budgets, donc je sais exactement ce que ça veut dire, la valeur ajoutée, la performance dans l'entreprise, le retour de l'entreprise, mais aussi avec le bien-être du collaborateur dans l'entreprise. D'un côté, on parle de valeur ajoutée, de l'autre côté, moi, je parle de chaleur ajoutée.
La chaleur ajoutée, c'est ce que va passer le collaborateur à son client, l'émotion. Et sans émotion, on ne peut pas comprendre l'autre. Et si on ne comprend pas l'autre, alors on n'est pas dans un dialogue qui peut être positif. Donc les compétences socio-émotionnelles, c'est tout un champ qui va traverser maintenant l'entreprise et qui permettra de mieux répondre aux clients. Donc nous, on a développé une offre qui est en train de se partager dans les entreprises avec beaucoup de succès. On s'est adjoint, bien sûr, parce que nous ne sommes pas des spécialistes des sciences cognitives et des neurosciences, la collaboration d'un médecin qui est spécialisé là-dessus. On a fait un certain nombre de webinaires avec beaucoup de succès. Je crois, moi, aujourd'hui, qu'il y a savoir-être, savoir-faire, savoir sentir, savoir ressentir et les émotions. Et comme disait très justement Thierry tout à l'heure, sans émotion, il n'y aura pas de collaboration demain. Aujourd'hui, le client, il veut qu'on sente son problème, qu'on ressente son problème. Et après seulement qu'on le résolve. Si on lui dit « j'ai compris ton problème, je comprends que c'est important pour toi, et je suis là pour toi pour le résoudre », alors la résolution, elle est, je dirais, la résultante logique et normale de tout ce qu'on vient de dire avant. Mais si vous avez quelqu'un qui est très en colère, et si vous n'avez pas perçu qu'il est en colère, vous pouvez résoudre son problème, ça ne servira à rien. Il vous rappellera peut-être pour vous dire au mieux merci. J'ai oublié de vous dire merci. Donc vous aurez 2 appels pour un seul problème. Donc ça, c'est dans la meilleure des hypothèses. Dans l'autre hypothèse, vous imaginez ce qu'il peut vous dire si vous ne l'avez pas fait. Mais voilà, donc c'est très important de travailler sur, à mon avis, les compétences socio-émotionnelles. Les compétences socio-émotionnelles vont permettre au collaborateur de valoriser son expérience collaborateur et qui va ensuite bénéficier à l'expérience de son client. Je crois fondamentalement, mes amis, que c'est important de travailler là-dessus. Alors, Thierry l'a tutoyé dans sa perception du sujet. Aujourd'hui, on en a fait une offre et c'est quand même quelque chose de relativement scientifique. Les émotions, c'est ce qu'on a dans le cerveau. C'est la façon dont on réagit en premier. Le cerveau, c'est pas une boîte noire. Il a des mécanismes de fonctionnement et donc on a fait des tests. On a même envisagé un gaming pour permettre aux gens de se positionner sur des curseurs. Et c'est pas la peine de prendre un appel téléphonique si quand tu es dans le rouge, c'est-à-dire que tout va mal pour toi, si que de toutes les façons tu sens que ton client va t'emmerder et que de toutes les façons plus vite tu raccrocheras, mieux ce sera pour toi. Donc c'est pas la peine de prendre un client. Donc c'est très important de ressentir ces émotions et d'être dans une disposition à le résoudre et d'avoir ce que je disais tout à l'heure, parce que tout va ensemble avec une gouvernance positive, d'avoir envie de l'aider et de résoudre son problème. Donc l'amour et le désir du client, il va aussi avec l'envie de la connaissance de soi-même et de la capacité à sentir ses émotions. Voilà, merci. Ludovic, je vous vois sourire, opiner. Non, mais en fait, je souris parce que pendant très longtemps, on a finalement été sur le bon exécutant, l'excellence opérationnelle, le côté un petit peu industriel, au détriment du petit mot, du petit sourire, du petit regard qui peut effacer éventuellement plein d'imperfections et qui va même dépasser dans la mémoire du client le geste parfait ou ce genre de choses. Et donc je suis assez convaincu que c'est les petites attentions qui dépassent ce côté je peux avoir des imperfections, c'est pas grave. Très franchement, et puis même l'imperfection, c'est ce qui est charmant parce que ce qui est parfait, franchement, c'est un peu chiant. Et donc, autant avoir quelques petites imperfections, mais avoir des petites attentions qui vont en fait gommer tout ça. Et si tu le permets, je suis quelqu'un qui croit que Harari ou Manumast, c'est la façon de progresser. Non, mais c'est tout. Oui, et dans le service, le zéro défaut n'existe pas. Non, il ne faut pas d'ailleurs. Il faut se le rappeler aussi. C'est que il n'y aura jamais de livraison parfaite, il n'y aura jamais d'appel parfait, il n'y aura jamais d'email parfait, ça n'existe pas dans le service. Mais il ne faut pas, parce que ça voudrait dire qu'on est tous remplacés par des robots, parce que la machine ne se trompe pas. L'avantage de l'homme, c'est qu'il sait se tromper. Exactement. Donc il sait corriger. Et il sait corriger, il sait transformer le pépin en pépite. Que c'est Et pas une machine. En symétrie, il n'y a pas de service parfait, il n'y a pas de zéro défaut dans le service, il n'y a pas de manager parfait en symétrie. Certes. Donc, non, mais accepter qu'on est faillible, c'est le plus grand progrès que peut faire un manager. Donc dire à ses équipes, j'ai pas été parfait et j'attends ton feedback. Et c'est comme ça qu'on met concrètement en œuvre tout ce qu'on est en train de se dire aussi dans le monde réel. Tout à fait. Je fais une petite modération encore, mais c'est pour Ludovic Nodier. Je pense que c'est un petit clin d'œil, une petite boutade. Est-ce qu'un jour on aura élu expérience collaborateur de l'année ? J'y pensais pendant notre... Il faut qu'on en discute avec Thierry, il y a peut-être quelque chose à faire ensemble. Pourquoi pas. Alors, je peux peut-être vous aider aussi, parce que quand même, si vous faites ça, il va falloir qu'on associe une partie prenante de l'entreprise, qui s'appelle les partenaires sociaux. Et vous savez que nous, on est très équipés à l'INRC, puisqu'on a la chance d'avoir un comité paritaire qui a autant d'organisations patronales et syndicales.
Je pense que si vous êtes dans ce sens-là, ça peut être une façon de travailler ensemble. Je pense que la voix des partenaires sociaux sera aussi une des parties prenantes intéressantes au prix du meilleur collaborateur. Là, c'est élu. Par exemple, l'année. Voilà. élu par les élus. Voilà, élu par les élus de l'année. Non, mais un bon indicateur aussi pour savoir que si ça se passe bien, c'est finalement quand on CSE, on n'a rien à se dire parce que les collaborateurs avec leur manager ont déjà traité tous ces points naturellement. Et plus la liste des questions au CSE ou dans toutes les instances est importante, ben, ouais. Le jour où il n'y aura pas de questions. Alors, autre sujet, je me retourne vers Thierry Spencer. Oui. Dans le baromètre que vous avez établi avec l'Académie des services, on observe du scepticisme, tant côté client que collaborateur. Vous en parliez en préambule sur les préoccupations de santé, de protection des salariés, voire même de montant en compétences. C'est des tendances qui ressortent de ce baromètre. Comment réaligner cela en fait? Est-ce que déjà c'est possible de supprimer le sentiment de défiance? Alors, c'est certainement un des plus grands challenges pour les managers et pour les entreprises vis-à-vis de leurs clients. Simplement, ce que nous apprend l'étude qu'on a réalisée en fin d'année dernière, donc en pleine crise, on a ajouté un sujet sur est-ce que, en posant la question aux clients et aux collaborateurs, est-ce que l'entreprise sait prendre en compte la santé et la sécurité de ses collaborateurs? Les collaborateurs répondent plutôt à 55% qui sont d'accord. Donc les collaborateurs constatent que oui, l'entreprise prend soin de ma santé et de ma sécurité. Quand on pose cette même question en miroir au client, là on perd 20 points. Il y a 20 points d'écart. Le client ne ressent pas, ne perçoit pas que les collaborateurs sont bien traités. Et donc cet écart de perception, et si vous ajoutez la troisième colonne, c'est-à-dire quand on pose la question aux dirigeants d'entreprise, alors eux, ils pensent que, bien sûr, on prend en compte la santé et la sécurité des collaborateurs. Ils sont d'accord à plus de 90%. Les collaborateurs à 55% et les clients ne le perçoivent pas. Donc les efforts qui sont faits par les entreprises ne sont pas perçus par les clients. C'est notre grand drame, en fait. Hein. Parce que notre réalité, c'est la perception du client. Et donc, à la fin, c'est l'arbitre final de tous nos efforts, c'est la perception du client. Et on voit qu'il y a, depuis 7 ans, depuis qu'on mesure ça, quel que soit le secteur d'activité, un écart de perception. Tous les efforts qu'on peut faire en interne ne sont pas toujours perçus par le client. Donc, ce qui indique quelque part que une stratégie client, une stratégie d'expérience client pour les entreprises, eh bien, c'est d'abord une stratégie qui se focus sur la perception du client. Qu'est-ce qu'il va ressentir in fine? Quel est le véritable bénéfice qu'on va lui apporter? Est-ce que je dois comprendre qu'on doit autant valoriser, communiquer, que vraiment mettre en place le plan d'action Non, c'est faire vivre, parce que la communication est un dépend, mais il faut d'abord vraiment faire vivre. Hein. Si on prétend être une entreprise libre, autonome et qui fait en sorte que les collaborateurs s'épanouissent, il faut que le client le voit concrètement. Il faut que le client le ressente concrètement. Donc, on aura beau l'affirmer, on aura beau dire chez Cofidis, on est tous heureux et libres. Ouais, les clients qui verront Great Place to Work et du service client de l'année, ou alors équipe heureuse et client heureux, ils diront bon, tout ça c'est bien, mais concrètement pour moi là maintenant, est-ce que c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Si le client le constate vraiment, s'il en a la perception, donc la communication servira à inspirer certainement. Les prix qu'on remet servent à inspirer, servent à motiver, servent à se comparer, à se benchmarker, mais le client reste l'arbitre. Tout le côté un peu célébration des fois aussi des équipes et pour le temps fort qui est l'illustration de l'année. Nous, on est convaincus que, tout à l'heure, on parlait sur les enquêtes, il faut du partage. Sur des événements, il faut du partage. Et c'est ce partage qui fait que derrière, on a envie d'aller plus loin et de se dépasser. Il faut qu'on garde, on parlait d'émotions, il faut qu'on fasse vivre des bonnes expériences à nos collaborateurs. Et donc, quand ils sont dépassés, quand ils ont obtenu un résultat, il faut le célébrer. Et une des manières de le célébrer, en tout cas celle qu'on a prise chez Élu Service Client de l'année, c'est effectivement de réunir ces équipes et de les recevoir comme si c'était nos amis chez nous. C'est-à-dire, il faut que ça dure longtemps, il faut qu'il y ait une bonne ambiance, il faut qu'on soit capable de se prendre dans les bras, il faut qu'on amène sur scène des humoristes, des comiques qui fassent plaisir aux gens qui sont dans la salle. Il faut qu'on passe un moment agréable. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, c'est que souvent après,
il y a une grande envie d'aller à la remise des prix. Les entreprises sont obligées de sélectionner ou de faire des challenges justement pour limiter. C'est vrai. Parce qu'on a commencé, on était une centaine, aujourd'hui on est 1000, 5-6 000 en distanciel. Vous allez remplir des stades bientôt? Il y a un problème de modèle économique pour faire ça, mais c'est vrai que ce serait... Enfin, voilà, et, par exemple cette année, notre idée, si on arrive à se retrouver tous ensemble, on a envie de danser, nous. On a envie de retrouver, les clubs sont fermés depuis longtemps, ça a été les premiers, et on pense que ce sera un petit vent de liberté justement de se retrouver comme ça. Tout à fait. Marie-Louis, vous vouliez rebondir sur ce côté justement valeur perçue? Je crois que sur la valeur perçue, pour reprendre ce que disaient les deux Thierry il y a quelques minutes, c'est-à-dire qu'on parle de savoir-faire, parce que je pense que sans technique, sans compétence, on va nulle part. Le savoir-être, on parle depuis tout à l'heure finalement de la relation, de la partie humaine, ou ce qu'on va appeler, notamment le cadre de la marque, qui est finalement de prendre soin du client, non comme le suivant, mais comme son fameux prochain. Donc il y a presque une relation vraiment humaine, d'humaine-humaine. Donc le savoir-faire, savoir-être, et puis il y a aussi le faire savoir, je pense quand même, qui est assez important, et qui, sur cette notion de perception, si on ne va pas non plus reboucler avec le client ou avec le collaborateur, on passe probablement à côté de quelque chose. Pour rebondir également sur ce qui est évoqué par Ludovic tout à l'heure, aujourd'hui, tous les acteurs de la relation client se posent la question, finalement, au niveau des mesures. Tout le monde se met à pleurer parce que les taux de réponse sont de plus en plus faibles aux enquêtes de satisfaction client. Mais lorsqu'on échange avec les acteurs de la relation client, de savoir ce qu'ils font de ces informations et dans quelles conditions ils reviennent vers les clients ou les collaborateurs pour leur dire ce qu'il a été fait, effectivement, des matériaux qui leur ont été offerts, très souvent, la réponse est assez déceptive, c'est-à-dire, en fait, effectivement, on n'a rien fait. Et donc, je pense que c'est important de revenir vers les clients pour leur dire, voilà, l'information que vous nous avez donnée nous a permis d'innover, nous a permis de remettre un produit, nous a permis d'ajuster. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une forte carence là-dessus, tant côté client que collaborateur. Et puis après, il ne s'agit pas simplement d'être émotionnellement inspiré, intellectuellement éclairé. Je pense que les actes comptent beaucoup. Et aujourd'hui, dans une situation assez anxiogène pour beaucoup de retail, ça me fait penser à une bonne pratique qu'a mis en place une banque, qui était finalement très désespéré de ne pouvoir aller plus loin dans l'accompagnement de son personnel quand il y avait des agressions. Et je ne parle pas forcément d'hold-up, je parle de fortes incivilités qui peuvent aller jusqu'à de la violence. Et la difficulté rencontrée par cette banque et par les banques en général, c'était finalement de ne pouvoir aller au-delà de l'accompagnement dans le dépôt de plainte, parce qu'il n'y avait pas de préjudice. Et là, la bonne pratique qui a été identifiée par cette banque et qu'on a promue il y a quelques années maintenant, c'est que cette banque a pris le parti, de baisser le rideau pendant une demi-journée, ce qui était un moyen fort lancé à l'ensemble des collaborateurs que l'entreprise prenait acte effectivement de cette violence, qu'elle n'était pas tolérée. On était au-delà des mots, on était dans les actes. C'était évidemment aussi adressé aux clients que quand ça se passe de cette manière-là, on est dans l'inacceptable, et ça permettait de manière très sioux aux banques de dire nous on a une perte de chiffre d'affaires sur une matinée, donc on est solidairement, on a un préjudice, et donc de pouvoir porter plainte avec le collaborateur d'une manière conjointe, d'accompagner dans l'accompagnement juridique, de porter plainte et de pouvoir se retourner également vers l'indésirable. Et donc c'est aussi de pouvoir accompagner au-delà des mots et dans les actes, et ça me semble être une pratique intéressante. Donc là il y a tout, il y a l'accompagnement, la symbolique, l'acte fort. Exactement. Très bien, et puis aussi le message pour le client. Ouais. Les clients. Les clients. Mais ce que dit Marie-Louise, c'est les plans d'action, en fait. Ouais. Plan d'action et communication. Ça ne doit pas rester dans l'entre-soi. Ouais. On a un devoir de transparence, d'explication, de mise en place. Et on peut aussi assumer que des choses se passent mal ou que des choses soient d'une certaine manière qu'on a décidé parce que c'est la stratégie de l'entreprise. Comme le disait Thierry, ça n'existe pas le parfait et ce n'est pas ce qu'on cherche. Il y a un autre point qui est important, qu'il a signalé, c'est que le manager doit être solidaire. Donc c'est une façon de se solidariser avec le collaborateur, et la solidarité implique la confiance, et la confiance implique l'envie de se dépasser. Donc à la limite, je dirais même, c'est l'intérêt de la banque de faire ça. C'est son intérêt. Ouais. Avant de conclure, j'ai encore une question à modérer. Comment impliquer les collaborateurs eux-mêmes dans la co-construction d'un monde où on les ménage? Donc je vois qu'il y a des visionnautes assidus où on leur propose du bien-être pour qu'ils puissent performer. Messieurs, qui se mouillent? Je dirais que on ne peut pas que concevoir ou co-construire une expérience client cible. On ne peut pas faire que définir ce qu'il faut faire pour que le client soit satisfait. Il faut en même temps définir ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'un collaborateur engagé, et quels sont les moyens d'engager le collaborateur. De la même façon, on parle d'expérience client cible, il faut une expérience collaborateur
cible. Donc s'accorder sur qu'est-ce que ça veut dire chez nous, satisfaire un client. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre entreprise, un collaborateur heureux, un collaborateur engagé. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Et donc c'est mettre en parallèle, designer, comme on dit dans le jargon de consultant, des moments en symétrie. C'est-à-dire que si on se dit, prenons l'exemple de Nespresso, si Nespresso se dit, je vais travailler le moment de l'entrée dans le club. C'est mon premier jour en tant que membre du club Nespresso. Eh bien, en symétrie, on va designer, c'est mon premier jour chez Nespresso en tant que collaborateur. Je vis un moment difficile en tant que client, j'ai une réclamation. Je vis un moment difficile en tant que collaborateur. Donc, en symétrie, en parallèle, et donc faire participer les collaborateurs à l'élaboration de leur propre expérience, comme on le fait pour les clients. Les outils, et Dieu sait s'ils sont sophistiqués, de gestion de la relation client et de l'expérience client, adaptés au management ou au management. Après, pour compléter ce que dit Thierry, après, c'est une véritable culture et petites entreprises. C'est quoi l'accord de QVT dans l'entreprise? Quel est l'accord de qualité de vie au travail dans l'entreprise? Y en a-t-il un, y en a-t-il pas? Quelle est la parole de l'entreprise? Quel est le droit d'expression des représentants des salariés dans l'entreprise? Quel est le plan de formation? Quel est le plan de carrière? Quel est le plan de recrutement? Etc. etc. Donc, il y a tous les leviers de la RH qui est à disposition. La RH, elle a quand même comme responsabilité de faire entrer l'entreprise dans le monde et le monde dans l'entreprise. Donc, si elle n'a pas les leviers pour pouvoir faire ça, il n'y aura pas d'accord de QVT, il n'y aura pas d'envie de rester dans l'entreprise parce qu'il n'y aura pas envie de progresser, etc., etc., etc. Donc, tout ça est quelque chose qui est quand même assez global. Un petit mot pour conclure, Ludovic? Non, mais pour conclure, en fait, c'est quand même le pacte social. Et qu'on passe avec nos collaborateurs sur les droits et les devoirs, les obligations qu'on se met dessus, et qui a quand même été aussi un peu bouleversé avec l'arrivée de différentes générations, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi ça, on a aussi le travail à distance qui a bouleversé aussi tout ce pacte. Est-ce qu'on donne du matériel aux collaborateurs? Est-ce qu'on crée des animations? Enfin, on a vu plein de choses. Avant, on avait plein de discussions informelles qui permettaient aussi de créer des moments de bonheur, de comprendre des situations difficiles, etc. Maintenant, à chaque fois, pour échanger avec un collaborateur, il faut presque prendre une réunion Teams. Et on se retrouve avec des journées remplies de réunions et on se dit, mince, on va attaquer notre vraie journée un peu plus tard. Donc, il faut aussi recréer tout cet informel. Parce que finalement, gérer des moments difficiles, c'est aussi être beaucoup dans l'informel. Très bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Oui, allez-y, Thierry. Parce que comme ils ont... Je que le temps passe, c'est pour ça. Moi, je crois que la Covid a été un formidable accélérateur de la transformation des entreprises. On le vit tous. Et aujourd'hui, le digital est partout. Et je dis en rigolant, de toute façon, maintenant, il n'y a plus d'abri antinumérique. On est obligé d'y passer. Donc, comme tout à l'heure, il a cité un président Thierry et puis un président... on a eu Chirac, Saint-Exupéry, Malraux, on a du lourd là. On va finir, si vous permettez, avec Rabelais. Donc, Rabelais avait écrit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Si on l'avait invité à cette table ronde, il nous dirait aussi « Technologie sans éthique n'est que ruine de l'humain ». Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Sans ça, la prochaine fois, il n'y aura que des petits robots digitaux spencerisés. Bon, un prochain sujet alors. Un prochain sujet. Voilà. Eh bien, merci. L'éthique, ce sera le mot de la fin de cette table ronde de clôture des 3e éditions de l'Agora Live de l'expérience client. Merci encore à Marie-Louise Julien, déléguée générale de la marque, d'être présent parmi nous. Merci Marie-Louise. Merci Thierry Spencer, donc conférencier, blogueur, auteur de Sens du client. Merci Ludovic Nodier, directeur général d'Élus Service Client de l'année. Et enfin, mes remerciements à Thierry Chamouton, directeur général de l'INRC. C'est la fin de cette 3e édition. Merci pour l'animation. Oui. À bientôt pour danser, c'est ça? C'est ça. C'est un spoiler, vous avez remarqué, il y a eu une annonce, mais alors... Pas précisé. Il y a une petite actu. Masque ou pas, c'est un bal masqué. Alors pour danser, réfléchir à un nouveau prix. On a oui, d'accord, on a des choses à faire. Le petit mot de la fin, malgré la petite agitation, c'est on vous remercie parce qu'il y a eu plus de 580 participants sur ces 3 matinées, ce qui est énorme. Je tenais également à remercier, vu qu'on est dans l'expérience collaborateur, l'ensemble des équipes d'Agora Manager et d'Agora Media qui ont été formidables par rapport à leur professionnalisme, leur implication, leur agilité. Ils sont derrière. Et puis un gros big up, comme d'habitude, à Benjamin Souhaité, le maître des coulisses de cet événement, sans qui ce ne serait pas possible. Un grand merci et à très vite sur Agora News Expérience Client. Merci. Merci.